Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous ne pouvez imaginer le bonheur que nous avons, nous, l'association Intime Opéra, de démarrer par cette conférence, la première édition du festival Bouger les lignes, qui essaye d'œuvrer à la mise en valeur des femmes et à l'histoire des femmes et de nous permettre à la fois de nous rendre un peu visibles. Et ces 4 magnifiques historiennes qui vont vous raconter cette grande aventure qu'est le dictionnaire des Marseillaises, vont vous raconter un peu le périple et tout ce qu'elles ont pu mettre en place pour nous permettre d'avoir cet ouvrage. Je remercie infiniment la bibliothèque de l'Alcazar et toute l'équipe de l'espace régional de nous accueillir dans le cadre des Mardis du Matrimoine. Je remercie bien évidemment la préfecture, la ville de Marseille et le Centre national de la musique de leur soutien financier. Et je vous remercie, messieurs, dames, de participer pour nous à cette première édition. Donc, bonsoir à tous. Donc, elles sont 4 historiennes, enseignantes, chercheuses, universitaires, écrivaines. Et elles sont les 4 autrices du dictionnaire des Marseillaises. Donc, ce soir, nous avons avec nous Éliane Richard, Catherine Marant-Fouquet, Renée Drey-Bensoussan et Hélène Échinard. Donc, elles vont nous parler du dictionnaire des Marseillaises. Ça fait plus de 50 ans qu'elles y travaillent, plus de 50 ans qu'elles partagent cette histoire. Donc, elles vont nous dire les multiples éditions. Je ne vais pas déjà tout dire, mais c'est déjà des femmes qui ont fait bouger les lignes dans la ville de Marseille, mais pas que dans la ville de Marseille. Elles ont essaimé dans les villes de Nice, Toulon, Paris, Toulouse, et elles sont allées jusqu'à la Grande-Bretagne, le Québec, et aussi la Belgique, mais bien au-delà. Et donc c'est une histoire qui est venue de Marseille, des femmes de Marseille, mais qui a rayonné. Donc lors de cette conférence, elles vont nous présenter cet ouvrage. Donc chacune va nous faire une partie. Donc on va commencer avec Éliane Richard. Donc, voilà. Oui, voilà. Voilà, exactement. Donc, avec Éliane Richard, nous aurons la préhistoire. Donc, un petit peu dans les années 70, nous sommes en plein mouvement des mouvements féministes. Donc, elle va nous présenter cette préhistoire du dictionnaire. Ensuite, avec Catherine Marant-Fouquet, nous aurons la genèse du dictionnaire. Nous entrerons avec Renée Drey-Bensoussan dans l'originalité, donc dans le contenu de ce dictionnaire et donc dans son originalité. Et ensuite, avec Hélène Échinard, nous aurons vraiment le plaisir d'entrer dans le monde du spectacle, dans ces femmes qui ont, je dirais, contribué, femmes artistes, danseuses, chanteuses, et qui sont passées à Marseille, qui sont aussi du spectacle de Marseille, mais aussi du monde. Voilà, donc je vous propose de commencer avec Éliane Échinard. Éliane Richard, c'est dit la seule chose que je ne devais pas faire, c'était mélanger les deux. Je l'ai fait, ça y est. Donc, nous allons commencer avec Éliane Richard dans le vif du sujet. Donc, Éliane, voilà, je laisse venir. Il y a une... Donc, juste une petite bio de Éliane Richard, qui est maîtresse de conférences honoraire de l'Université de Provence, membre de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, cofondatrice de l'association Les Femmes et la Ville et à l'origine du dictionnaire des Marseillaises, et spécialiste des milieux d'affaires marseillais. Donc, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous présenter la préhistoire du dictionnaire des Marseillaises. Nous sommes dans les années 70-80, en plein cœur des mouvements féministes. Je vous laisse la parole. Oui, la première édition du dictionnaire des Marseillaises date de 1999. C'était l'année où la ville fêtait son 26e centenaire, d'où le titre de cette première édition, Marseillaise, 26 siècles d'histoire. Et cet ouvrage a fait l'objet d'une présentation en mairie
sous la municipalité Jean-Claude Gaudin. En 2012, en vue de Marseille, capitale européenne de la culture, une deuxième édition, revue et augmentée, est parue sous le titre Dictionnaire des Marseillaises. Et maintenant, en prélude à la troisième édition, dont la sortie est prévue prochainement, nous vous proposons de vous faire découvrir cet ouvrage qui a lui aussi fait bouger les lignes. Et pour cela, nous vous invitons d'abord à revenir sur ce dernier demi-siècle qui a vu se construire l'histoire des femmes en général et celui des Marseillaises en particulier. C'est pourquoi je ferai d'abord un bref rappel de ce que j'ai appelé la préhistoire de cette entreprise dans le contexte des mouvements féministes des années 1970-80, mouvements qui ont mis en évidence la nécessité de donner aux femmes une visibilité dans l'histoire, et ce jusqu'à la création en 1989 de l'association Les Femmes et la Ville. Mais pourquoi, me direz-vous, remonter si loin dans le temps ? Eh bien parce que c'est dans les années post-1968 que des historiennes et aussi des femmes issues du milieu associatif ont ressenti l'impérieuse nécessité de mettre en valeur le rôle que les femmes ont joué dans la société aux côtés des hommes, un rôle qui a été longtemps sous-estimé, voire totalement occulté. Et c'est ainsi qu'à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Aix-en-Provence s'est constitué un groupe pluridisciplinaire d'historiennes, de sociologues, de psychologues, de littéraires, de médecins, etc., qui étaient toutes entièrement bénévoles. Elles se sont regroupées pour réfléchir ensemble sur ce sujet et aussi pour, après leur journée de travail, partager ces réflexions avec un large public. Ces réunions, c'était des réunions informelles, elles étaient ouvertes à toutes et à tous, mais principalement aux non-universitaires, qui n'ont pas toujours un accès très facile à la culture. Et elles se tenaient dans des locaux qui avaient été aimablement mis à notre disposition à la faculté des lettres d'Aix ou à la faculté des sciences Saint-Charles à Marseille. Après quelques années, et en raison du succès de cette expérience, nous avons obtenu une reconnaissance officielle par l'université. Et ce fut en 1973 la création du CEFUP, le Centre d'études féminines de l'Université de Provence. Au sein de ce CEFUP, toujours pluridisciplinaire, des historiennes et aussi quelques historiens ont entrepris, ont mis en chantier des recherches sur la place des femmes dans l'histoire, et ceci grâce à l'organisation de colloques, de publications, de rencontres, d'articles, etc., et notamment grâce au lancement de la revue Le Bief, bulletin d'information et d'études sur les femmes, bulletin qui a été fondé et dirigé par notre collègue Daniel Armogat, un homme, je vous fais remarquer. Et grâce aussi aux liens que nous avons noués, on l'a rappelé tout à l'heure, avec d'autres centres universitaires, eux aussi intéressés à l'histoire des femmes, comme Paris, Lyon, Toulouse, etc. En parallèle, c'est aussi dans ces années qu'était inaugurée à la faculté d'Aix, sous l'impulsion d'Yvonne Knibiller, une des créatrices du CEFUP, une unité de valeur de licence sur l'histoire des femmes. Alors, pour ne pas effaroucher nos collègues masculins, alors que nous n'étions que 3 femmes sur une vingtaine d'historiens dans l'unité de recherche,
dans le département d'histoire. Pour ne pas les effaroucher, nous avions pudiquement intitulé cette UV « Histoire de la famille ». Et en dépit du scepticisme de certains de nos collègues, elle a tout de suite été très choisie par les étudiantes, par des étudiantes, mais aussi par des étudiants. Nous avions pas mal de garçons dans cette UV. Et les étudiants, qui n'étaient pas dupes, l'ont tout de suite appelée entre eux l'UV femmes. Et ce cursus universitaire s'est ensuite progressivement complété d'un diplôme de maîtrise, puis d'un DESS d'histoire des femmes, ce qui a contribué à former de futurs chercheurs et chercheuses dans ce domaine très nouveau à l'époque. Dans ces années-là, en effet, ici comme ailleurs, les recherches se multipliaient et plusieurs ouvrages paraissaient concernant les femmes, alors leur rapport à la maternité, à la médecine, à la politique, à la culture, au travail, etc. Mais qu'en était-il sur le plan local ? Et dans le cadre d'une grande ville comme Marseille, une ville cosmopolite, et qui plus est, la plus ancienne de France. Alors, toujours autour d'Yvonne Kibiller, quelques universitaires issus du CEFUP, mais aussi d'autres enseignantes chercheuses, tout aussi motivées, nous ont rejoints et se sont posé donc cette question, en lien aussi avec le milieu associatif local et notamment avec le CODIF, le Centre d'orientation et d'information sur les femmes, centre qui avait été fondé et dirigé par Jeanne Mazel avec sa revue Femmes Info. Pourquoi alors nous sommes-nous demandé ne pas écrire une histoire des Marseillaises ? Alors un nouveau groupe informel, à dominante historique, mais toujours pluridisciplinaire quand même, était né. Mais comment ? En partant de zéro ou presque. Réunir la documentation nécessaire pour mener à bien ce vaste chantier. Pendant plusieurs années, ce problème fut l'objet de maintes réunions, de longues discussions chez les unes, chez les autres, et de diverses propositions, jusqu'au jour où, miracle, une solution fut trouvée. On va réaliser un dictionnaire. Alors, il faut dire qu'en 1988 paraissait un ouvrage intitulé « Les Marseillais dans l'histoire », qui était un dictionnaire des Marseillais. Plus de 700 notices et simplement autour de 25 femmes. Il nous restait alors de quoi faire. Mais pour réaliser cette folle entreprise, pour collecter la documentation sur 25 siècles, pour mobiliser des troupes, pour trouver un lieu afin d'organiser des réunions de travail, et peut-être aussi pour obtenir quelques subventions, il nous fallait absolument changer d'échelle. C'est alors que la décision fut prise de se constituer en association. Et c'est ainsi que naquit en 1989 l'AFV, Association Les Femmes et la Ville. Une association qui fut active pendant un quart de siècle, qui était domiciliée à la cité de cette association sur la Canebière, et dont Catherine va maintenant évoquer l'action et notamment la réalisation du dictionnaire. On a juste un petit intermède poétique. Miel de la vie, à la fois plus présente et si bien détachée, la lune au fond des nuits, une fleur sur sa tige,
une femme penchée, on demeure immobile, on fait son miel. D'autres découvriront l'incroyable douceur des matins et des soirs. D'autres se lèveront pour agir et leurs yeux seront pleins du rire frais des collines parce qu'on fait son miel. Immobile douceur de se retrouver, sans rien changer ni bousculer. C'est la simple manière d'habiter le ciel. C'est un texte de Thérèse Aubrey, née à Marseille en 1888. Alors, c'est un texte de Tite Monnier, né à Marseille en 1887. Le blé vert, mon amour, jaunira quelques jours. Le blé vert mûrira, et toi tu reviendras. Nous irons dans les champs, au doux soleil couchant, pour voler du blé dur, du blé sec, du blé mûr. La violette trop frêle, cueillie dans le chemin, aura des sœurs nouvelles dont s'empliront nos mains. Et la feuille argentée, avec son noir revers, et la feuille du lierre, nettement ciselée, et la menthe sylphide, d'avec son frais parfum, et l'œillet des collines, s'ouvriront un par un, et la mèche coupée sur le bord de ton front aura bien repoussé. Alors tu reviendras, quand reviendra l'été. Et ce petit bouquet qui se sera chargé de toute notre peine, il faudra le brûler pour cueillir les fleurs fraîches de nos nouveaux bonheurs. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec Catherine Marant-Fouquet. Donc, Catherine Marant-Fouquet a enseigné en lycée et classe préparatoire. Elle est cofondatrice de l'association Les Femmes et la Ville. Chercheuse indépendante avec plusieurs spécialités, le corps, la fonction maternelle, les femmes dans la Révolution française, la reconnaissance du rôle des femmes dans la cité. Donc maintenant que l'association des femmes et la ville est créée, tout est en place pour créer le dictionnaire des Marseillaises. Donc je vous laisse nous présenter sa genèse. Merci. La genèse n'a pas été très facile. Pardon, j'ai rencontré un chat, il est resté là. Elle a été longue. Une dizaine d'années, donc, si on prend 1989 comme point de départ, un peu plus si on prend comme point de départ le numéro 49 de Femmes Information, qui était intitulé Marseillaise et qui était sorti en décembre 1988. Celui-ci n'était pas dû à l'initiative d'universitaires, mais il avait su trouver leur concours et leur collaboration. Et c'est l'originalité et la nouveauté de cette recherche qui ont été saluées alors par la presse et jusqu'au Royaume-Uni, puisque le Guardian lui avait consacré un article. 5 ans plus tard, la revue Marseille, alors dirigée par Roger Duchesne, publiait ce numéro « Les Marseillaises », dans laquelle se retrouvaient quelques auteurs la première ébauche, disons. Il y avait là nombre d'académiciens de la ville, mais aussi des administrateurs, des archivistes. Et si place était faite au présent, l'histoire encore dominait. Entre-temps, l'AFV avait bien progressé. Nous en étions donc arrivés, comme a dit Eliane, à la conclusion qu'il était important d'abord de rassembler toutes les connaissances possibles à toutes les époques et sur le sujet des Marseillaises. Un colloque universitaire, avec un large appel à communication, s'imposait. Et pour ça, il fallait trouver des fonds. Alors, comme j'étais chargée du secrétariat, je suis allée benoîtement et avec beaucoup de naïveté demander des sous auprès d'une structure qui nous paraissait s'imposer, le GRAIF à l'époque. Le GRAIF, c'était le groupement régional pour l'information des femmes,
donc à l'hôtel de région. Et là, j'appris que pour pouvoir recevoir et gérer des subventions, il fallait se constituer en association loi de 1901. Je faisais mon apprentissage qui m'a bien servi après, comme d'aucuns le savent. Donc, on a commencé. Et comme j'étais chargée du rôle de secrétaire, j'ai fait le nécessaire. Et le premier siège de notre association, avant que nous allions à la Cité des associations, fut chez moi, au boulevard Longchamp, où j'habitais alors. Un jour, une réunion a dérangé des voisins, donc il a fallu que je cherche un autre lieu. Et finalement, la Cité des associations, c'est ce qu'il y avait de mieux. Centrale, où toutes les associations venaient, on pouvait rencontrer beaucoup d'autres associations. Et puis, pour la boîte aux lettres aussi, c'était très pratique. La domiciliation, comme on dit. J'ai appris tout ça. Le premier colloque eut lieu à la fin de 1991. Le second se déroula en 1993. Vous imaginez la somme de travail que cela représente. Alors, pour le livre issu du premier colloque, donc, sur lequel il y a une vignette représentant une Marseillaise d'autrefois, plusieurs chercheurs et chercheuses étaient venus de l'étranger, en particulier de Belgique, puisqu'Eliane y avait participé à des échanges sur le thème du travail. Elle avait donc là un réseau. Mais aussi des chercheuses du Québec, le Québec ayant été pionnier dans les recherches sur l'histoire des femmes, la sociologie, etc. La révolution du Québec, arrivée au début des années 60, a été tardive, mais elle a été radicale. Donc, le second colloque, un enjeu pour l'Europe, était centré sur le sujet les femmes et la ville. Donc, les femmes et la ville, un enjeu pour l'Europe, avec une visée comparative. Pour obtenir des fonds européens, il a fallu bâtir une collaboration avec d'autres pays européens, et ce furent la Belgique et l'Espagne. La comptabilité devenait complexe. Heureusement, entre tous ces talents, Eliane a eu le goût et le choix et le génie de trouver un mari, François Richard, très au fait de toutes ces questions, et qui a pris en charge toutes ces questions. Ouf! Je vous dis tout de suite, j'en étais incapable. Donc, il était bénévole, évidemment, comme nous toutes, et nous tous. Alors, l'événement s'inscrivait dans un ensemble de manifestations du mois de mars 1993, orchestrées par Jeanne Mazel, dont on vous a déjà parlé, qui était à l'époque élue municipale déléguée aux droits des femmes. Et l'illustration de la couverture du livre nous avait été offerte gracieusement par le dessinateur Loustal, très moderne donc. Sur ce qui présentait son programme, sur les flyers qui présentaient le programme, j'avais délibérément féminisé les noms de toutes les professions exercées par les femmes. Non. La liberté ne se quémande pas, elle se conquiert. Alors, c'était aussi une conséquence de ma visite au Québec, à Montréal, en 1992, où j'étais allée représenter l'association lors de la sortie du livre que les Montréalaises avaient édité pour célébrer leur existence et leurs activités lors des 900 ans de la ville. 900 à côté de 2600, c'est pas beaucoup, mais elles avaient très très bien travaillé. Et comme là-bas, quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'on disait tout naturellement une professeure. J'ai trouvé vraiment bizarre qu'en France on ne le fasse pas encore. Alors l'AFV a multiplié les journées d'études sur tous les sujets, en laissant chaque fois une trace. Ainsi, pour la célébration de la reconnaissance du droit de vote des femmes en 1994, un colloque a eu lieu au lycée Montgrand. En 1997, pour célébrer le cinquantenaire du premier ministère de plein exercice, exercé par une femme, en l'occurrence Germaine Poinceau-Chapuis, une Marseillaise, un colloque encore,
Germaine Poinçot-Chapuis, témoin de son temps. Yvonne Klibiller a tiré de ce colloque, alors Yvonne c'est quelqu'un qui, bon, elle fête ses 112 ans dans quelques jours, d'une énergie et d'un sens de l'organisation qui dépasse toute imagination, un modèle en la matière. Et donc dès l'année suivante, une biographie de Germaine Poinçot-Chapuis sortait, et il était temps, puisque lorsque nous avions fait quelques recherches bibliographiques avant de tenir le colloque, nous nous étions aperçus que les étudiants de la rue Saint-Dominique à Paris, l'Institut d'études politiques, ignoraient tout de Germaine Poinçot-Chapuis. Heureusement qu'on était là. Il serait trop long d'énumérer tous les travaux, enquêtes, participations de notre petite équipe, dont les effectifs ont augmenté avec le temps, mais où un groupe de 6 historiennes s'est particulièrement attaché à la construction du premier ouvrage sur l'histoire des femmes de Marseille, en faisant appel à de nombreuses collaborations. Au premier rang, celle des membres de l'association qui nous ont fourni des brochures, des contacts, des illustrations et des suggestions, et qui ont mis aussi la main à la pâte pour le travail ô combien fastidieux des index. Alors, Marseille, 26 siècles d'histoire est donc paru, comme l'a précisé Eliane, en 1999. Nous avons nous-mêmes rédigé un certain nombre de notices, mais nous avons aussi trouvé des auteurs parmi les spécialistes de tel ou tel thème, la plupart rencontrés lors des précédentes manifestations, à caractère universitaire ou moins universitaire. Car il n'y avait pas seulement des universitaires. Et certains qui avaient un petit peu boudé le premier ouvrage, on leur avait suggéré, ils n'avaient pas voulu venir, se sont précipités pour le second. Donc on avait fait nos preuves. Alors pourquoi ne pas continuer ? Pourquoi ne pas continuer ? C'est ce que nous avons fait, et un nouveau dictionnaire des Marseillaises est donc sur le point, va sortir au début de l'année 2025. Il y a la couverture là, non ? Et comme vous voyez, nous nous sommes modernisés. Cette couverture est due à la plume inspirée d'une dessinatrice qui s'appelle Caroline Sury, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est en congrès au Canada. Et elle a fait un dessin qui s'efforce de représenter des Marseillaises remarquables, en n'oubliant pas le spirituel et le mythique, mais en n'oubliant pas aussi le quotidien. Alors dans le mythique, vous pouvez reconnaître l'arrivée de Gyptis, un petit peu arrangée, quoi. Mais il y a Françoise Château qui déclame dans le théâtre Gyptis, elle a sa notice dans notre nouveau dictionnaire. Vous remarquez là-haut une religieuse, des religieuses, il y en a beaucoup, surtout dans le premier dictionnaire, parce qu'elles ont eu un rôle essentiel dans la cité pendant très longtemps. Et aussi, il y a eu une sainte qui a fait le vœu des échevins à Marseille. Vous lirez ça dans le prochain dictionnaire. Et puis, il y a aussi, tout en haut, alors, vous la reconnaissez peut-être ou pas, c'est Bertolt Albrecht. Bertolt Albrecht qui incarne l'esprit de résistance et qui vous regarde droit dans les yeux avec son regard bleu. Et en bas à gauche, qui voyons-nous ? Eh bien, quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, c'est Mame Ega, autrement dit Françoise Ega, une dame du quartier de Saint-Barthélemy, qui, tout en élevant ses nombreux enfants, a enseigné le catéchisme, a dirigé une équipe pour les jeunes à l'époque de la cité, surtout les Antillais, puisqu'elle est née à la Martinique, et qui a aussi écrit un livre qui est remarquable et qui a été réédité depuis, Françoise Ega, qui s'appelle « Lettre à une Noire ». C'est-à-dire que tout en faisant tout ça, elle se demandait ce que vivaient ses compatriotes qui travaillaient dans les maisons bourgeoises de Marseille, et elle s'est engagée comme femme de ménage au début des années 60. Et elle a raconté ça avec beaucoup d'humour et d'esprit. Donc elle est là pour représenter un peu
c'est maigre, je reconnais, hein, les multitudes culturelles qui habitent Marseille et le travail quotidien des femmes dans les ensembles, les grands ensembles et ailleurs. Voilà, j'ai peut-être un peu dépassé, pardon. Ah, bien entendu, la création. La création est l'entrée dans la vie économique. Alors la création, il y a bien sûr là-haut, il y a une astronome, bon, c'est l'entrée des femmes dans la science, ça. J'ai pas le truc sur les yeux, mais je l'ai dans la tête parce qu'on a discuté. C'est l'entrée des femmes dans la science. Il y a de nombreuses femmes astronomes qui sont sorties de Marseille. Il y a toute une école d'astronomie. Et puis, il y a l'architecture, avec le remarquable tour de Zaha Hadid, qui fait pendant à la Bonne Mère, vous le remarquerez, mais qui ne la dépasse pas. Car le maire avait exigé que la tour de Zaha Hadid ne dépasse point le sommet de la Bonne Mère. Mais maintenant, il est temps de passer la parole à Hélène qui va nous introduire dans nos choix. Ah, pardon, René, excuse-moi. On a juste un petit intermède poétique. Oui. Géraldine est là. Je suis charmée de la beauté singulière de cette ville. Hier, le temps fut divin, et l'endroit d'où je découvris la mer, les Bastides, les montagnes et la ville est une chose étonnante. Je demande pardon à Aix, mais Marseille est bien plus jolie et plus peuplée que Paris à proportion. Il y a 100 000 âmes. De vous dire combien il y en a de belles, c'est ce que je n'ai pas le loisir de compter. De Madame de Sévigné à Madame de Grignan, 1672. Alors, c'est un poème de Marseille d'Altouritis, poétesse française née en 1577 à Aix et décédée en 1606 à Marseille. Donc, elle nous dit « Il s'en va, ce cruel vainqueur, il s'en va plein de gloire, il s'en va méprisant mon cœur, sa plus noble victoire. Et malgré toute sa rigueur, j'en garde la mémoire. Je m'imagine qu'il prendra quelques nouvelles amantes, mais qu'il fasse ce qu'il voudra, je suis la plus galante. Le cœur me dit qu'il reviendra, c'est ce qui me contente. » Maintenant que nous avons eu la présentation de la couverture, il est temps d'entrer dans le livre et dans son contenu. Donc, nous allons plonger dans ce livre et son originalité avec Renée Dray-Bensoussan. Donc, Renée Dray-Bensoussan est chercheuse, enseignante, écrivaine. Elle enseigne en lycée à l'Institut universitaire de formation des maîtres et elle s'est spécialisée aussi dans l'histoire de la Shoah, l'histoire des femmes. Elle est membre de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Donc maintenant, je vous laisse nous présenter cette originalité du dictionnaire. Merci. Même si on a voulu me squeezer, je suis là. Alors, d'abord, je voudrais saluer l'Académie, et vous me voyez là en tenue d'académicienne, dans laquelle nous travaillons toutes les deux, toutes les trois même. Je voulais saluer quand même la présence de beaucoup d'académiciens parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors, l'originalité. La première originalité répond à une question qu'on s'est posée. La question était la suivante. Qui comptait parmi les Marseillaises ? Est-ce qu'il fallait compter que les femmes nées à Marseille ? Dans ce cas-là, nous nous excluons nous-mêmes, puisque 3 sur 4 ne sont pas nés à Marseille. Pardon. Et encore, c'est bien, je ne bouge pas. Donc, on a décidé de prendre beaucoup de femmes, celles qui ont marqué la vie de Marseille, que ce soit dans le quotidien,
Et alors elles sont anonymes, que ce soit dans les arts, dans les sports, dans toutes les disciplines. Ce qui a donné une première chose, une séparation entre ce que nous avons appelé les passantes, et dans le dictionnaire, elles ont accolé à côté de leur nom un petit sigle. Les passantes, ce sont celles qui ne sont pas nées à Marseille, mais qui ont joué un rôle à Marseille important. Et parmi elles, une des passantes fut Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui a été nommée en premier poste en 1931 à Marseille, au lycée Montgrand. Et au départ, elle n'était pas contente du tout. Mais petit à petit, elle s'est adaptée à Marseille, qu'elle a beaucoup aimée, et où elle est revenue très souvent, ne serait-ce qu'avec Sartre, son compagnon de l'époque, puis un peu plus tard avec son deuxième compagnon, Jacques Lanzmann. Donc voilà pour cette personnalité un peu en dehors du commun qu'est Simone de Beauvoir. Mais j'ajoute que Simone de Beauvoir regardait de haut ses collègues du lycée et elle le lui rendait bien, elle ne pouvait pas la sentir. Voilà pour une première passante. Ensuite, nous avons essayé de voir celles qui travaillaient en groupe. C'est ce que nous avons appelé les collectives. Alors, des collectives, nous en avions beaucoup. Les vendeurs de limaçons, enfin absolument beaucoup de choses. On a choisi, excusez-moi, mais j'ai du mal à ne pas bouger. On a choisi de voir les poissonnières, dont vous avez un exemple ici. Alors la poissonnière, c'est quelqu'un qui complète le travail de son homme. C'est-à-dire que son homme va pêcher et elle vend au détail. À ne pas confondre avec celles qui vendent le poisson en gros, qui portent un autre nom et qui s'appellent les cacagnes. Les cacagnes. Il ne fallait pas oublier, troisième originalité, il ne fallait pas oublier les femmes qui sont un symbole de Marseille, à commencer par Notre-Dame de la Garde, à qui Monseigneur de Belzunce a dédié la ville de Marseille. Mais ce culte de la Vierge et de Notre-Dame de la Garde ne s'est répandu qu'à partir du XVIe siècle. Et il a progressé petit à petit jusqu'à ces dernières processions. Là, je suis obligée. Un autre symbole, mais celui-là avec quelle force, c'est le symbole de Gyptis, qui marque combien nous devons à l'étranger. Gyptis, vous connaissez cette légende de Gyptis et Phrotis, que nous devons à Aristote d'abord et ensuite à Justin, bien après Jésus-Christ. Et ici, vous avez une affiche de Delpiane qui montre l'importance de Gyptis. Et si vous voulez, elle est très importante parce qu'elle montre l'accueil marseillais aux, j'allais dire entre guillemets, réfugiés, disons aux étrangers, ceux qui ne sont pas nés dans le terroir. Voilà pour un autre symbole et quelle force. Et pour cela, originalité suivante, nous ne pouvons pas assumer tout le travail à nous quatre. J'allais oublier une collaboratrice très importante, une autrice très importante, c'était Régine Gouttalier, qui a joué un rôle important dans l'équipe. Et donc, sous son impulsion,
on a essayé d'élargir un peu l'éventail et donc il y avait une certaine ouverture à toutes les nouvelles recherches qui sont faites, y compris aux recherches qu'on n'avait pas consultées avant et que l'on a consultées plus spécialement pour cette 3e édition du dictionnaire. Je vais parler de quelque chose que je connais bien maintenant, je veux parler de ces nouveaux témoignages qui paraissent chaque jour de plus en plus, et ces nouveaux témoignages, ils sont recueillis par un institut qui a été créé à Jérusalem en 1953. Il s'agit de Yad Vashem. Ici, vous avez la salle des noms, mais très, très évocatrice. Vous avez aussi la salle des enfants. Quand vous rentrez là-dedans, vous ne pouvez pas résister, vous sortez en pleurs. Donc voilà pour ces nouvelles recherches. Nouvelles recherches encore, avec de nouvelles notices, mais Catherine en a parlé, avec l'architecture, avec la tour de Zahadit. Cette tour qui, bien sûr, selon les vœux du maire, ne doit pas dépasser les églises. On a l'impression de retourner au Moyen-Âge, mais c'est comme ça. Donc, ne doit pas dépasser Notre-Dame de la Garde, mais qui domine quand même le paysage. Moi, je sais que quand je suis dans les collines d'Allo, en me baladant, c'est une des choses que je vois d'abord. Voilà pour les... Oui. Et donc... Oui, et donc... accompagne ce nouveau dictionnaire, j'ai dit des collectifs, des créatrices, etc. Mais surtout ce qu'il y a, c'est l'enrichissement de nos index qui fait que ce dictionnaire peut servir d'instrument de recherche aux chercheurs. Index thématique, index alphabétique, index chronologique. Et il faudra numériser toutes les différentes notices pour avoir une page en face de chaque indice. Donc voilà, ce nouveau dictionnaire va apparaître en fait comme une synthèse énorme de toutes les recherches que nous avons faites et que les auteurs ont fait, parce que, encore une fois, nous avons fait appel à 126 auteurs, si le chiffre est bon, 126 auteurs, et parmi ces auteurs, des spécialistes auxquels nous avons fait confiance, et ils le méritaient largement. Je vais passer maintenant la parole à Hélène qui va vous parler musique. Ah pardon, il y a intermède, excusez-moi. J'étais ailleurs. L'Académie de Marseille, qui existe depuis 1726, a mis au concours le sujet du siège de Marseille de 1524, 1774 et 1776. Elle a gardé les poèmes de ses lauréats, des messieurs, mais le concours était ouvert à tous, dont celui-ci a l'instrumentalisation évidente. Alors, je vous lis le poème. Poursuis, sexe charmant, décide nos succès. Cet appareil guerrier révèle tes attraits. Combat pour ton empire, évite l'esclavage. De jaloux espagnols qui t'adorent et t'outragent. Montre-toi digne, enfin, du sang qui t'a formé. Vénus défendit Troie et l'amour est armé. Un siècle plus tôt, en 1423,
Les Aragonais avaient fait un raid sur la ville en exterminant une partie de la population et en violant les femmes, d'où l'allusion du jaloux espagnol qui t'adore est outrage. C'est terminé. Marseille défendue par ses citoyennes en 1524 et diffusée à Marseille autour de 1770-1780. Le fils près de sa mère est au combat fidèle, tombant entre ses bras, il est vengé par elle. L'époux, après l'épouse, entraîné par l'amour, jaloux de sa valeur, la devance à son tour. Pour l'amant qui combat près de l'objet qu'il aime, il n'est point de péril dans un péril extrême. Maintenant, nous allons passer à la 4e partie avec Hélène Échinard. Donc, Hélène Échinard a été professeure en lycée, spécialisée dans l'acquisition des droits civiques des femmes. Elle a été vice-présidente de l'association Les Femmes et la Ville et elle est membre correspondante de l'Académie des sciences, littérature et arts de Marseille. Donc maintenant, avec Madame Échinard, nous allons passer vraiment dans certaines biographies de quelques femmes du monde du spectacle. Merci, merci. Mais tout d'abord, vous voyez une image qui est tout à fait récente, c'est-à-dire elle a un siècle. Parce qu'il y a un siècle, on a fêté quand même en grande pompe les 400 ans du siège des Marseillaises. Et cette année, on l'a complètement oublié parce que c'était avant-hier. Mais la phrase que vous avez vue tout à l'heure, qui disait ceci, « Je pressens ce qu'a pu provoquer de dépit et d'admiration mêlée le courage des femmes de cette cité creusant des tranchées devant les pas des soldats de Charles Quint », ça c'est du Jean-Claude Gaudin lors de son discours d'académie, que cette partie qu'on a évoquée, mais on a oublié, à la veille justement du 500e anniversaire, on a oublié de passer cet extrait de ce discours. Alors voilà une erreur qui est réparée. Et d'ailleurs, avant donc de parler du monde du spectacle, je voudrais dédier mes propos à la mémoire de ces femmes, une façon à moi, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, de leur rendre hommage et de leur rappeler le souvenir à l'assistance. Et dans cette assistance aussi, que je remercie de sa présence nombreuse, je tiens également, je le fais au nom de tout le monde, à remercier de nombreux collaborateurs. Je ne les vois pas tous parce que nous, on a les lumières, on vous voit dans l'ombre, mais de nombreux collaborateurs du dictionnaire, dont des fidèles qui ont été à la première, la deuxième et la 3e édition. Voilà. Donc maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Vous avez aussi la plaque Boulevard des Dames. Beaucoup de gens savent quand même encore un peu. Bon, mais c'est l'objet d'une autre conférence. Alors, on va aller sur scène, faire bouger les lignes. Et voilà, donc, c'est à la fois l'expression corporelle, l'expression musicale, par la création musicale, et également par l'interprétation musicale et des musiciennes qui jouent aussi leur instrument. Alors, je ne vais pas, bien sûr, parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses dans ce monde du spectacle. Pourquoi ? Eh bien, il y a une 60aine de notices sur les 600 que compte l'ouvrage, le nouveau, soit près de 10% du corpus avec cette 60aine. Pourquoi ? Parce qu'elles sont à l'image de Marseille, une ville méditerranéenne et extravertie où le spectacle est roi. Les interprètes, natives ou passantes, y sont chanteuses, musiciennes, compositrices, comédiennes ou danseuses, comme la Taglioni, au renom international, ici en Sylphide, et qui est morte la veille de ses 80 ans à Marseille, au château Saint-Victor, chez son fils, et donc qui avait épousé une grecque dont c'était l'habitation. Château Saint-Victor, vous avez aujourd'hui le siège du gouverneur de Marseille. Elle s'était fait, bien sûr, applaudir
à Marseille à plusieurs reprises. Plus que dans d'autres domaines, leurs noms de ces femmes sont passés à la postérité et comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs notices de ces artistes sont signées par les meilleurs spécialistes tels l'historien Pierre Échinard ou encore, qui a eu le temps de faire encore 2 notices pour ce dictionnaire avant de disparaître il y a 1 an, ou encore Serge Hureau, directeur du hall de la chanson à Paris, qui est déjà un ancien collaborateur et qui nous a fait Josie Andrieux et Zizi Jeanmaire. À la suite. Oui, alors en effet, Zizi Jeanmaire, elle est une passante. On lui a mis passante, mais elle a vécu pendant quand même 25 ans à Marseille, tout en faisant bien sûr encore le tour du monde, montant des ballets un peu partout. Et là, vous n'avez pas Lady Gaga, hein, mais c'est son truc en plume, c'est la vraie avec les mêmes couleurs. Et je pense que c'était bon de le rappeler et on a mis aussi qu'elle n'avait pas été oubliée dans le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et elle est à Marseille, elle voyait souvent son ami Edmond Charleroux, qui en plus signait des arguments de ballet pour Roland Petit, et elle a dansé sur des arguments d'Edmond. Edmond, bien sûr, c'est Eliane Richard qui fait sa notice dans le dictionnaire. Si elle avait une plus longue vie, elle n'y aurait pas été, bien sûr, puisque nous ne mettons, bien, vous l'avez compris, que des vies achevées. Autrement, elle aurait été dès la première, bien sûr, Edmond et même Zizi. Alors, je vais procéder un petit peu à l'envers. Je vais remonter le temps. Je vais partir d'une pépite que nous avons trouvée, mon fils et moi, dans les réserves de mon mari, dans ce qu'on appelle l'atelier Chinard. Et elle s'appelle Paula Chabran. Alors ça, c'est une très très mauvaise photo, mais j'ai tenu à la mettre avec le médaillon qui est trop petit pour l'agrandir. Elle se disait, d'abord, elle est née à Marseille en 1892, au quartier du Camas, et elle est tout à la fois compositeur, elle ne dit pas compositrice, hein, compositeur, accordéoniste, instrumentiste donc, pianiste et éditrice musicale. Bien avant Yvette Horner, c'est une pionnière de l'accordéon féminin qui enregistre quelques-unes de ses propres créations. À 16 ans, elle obtient un premier prix de solfège au conservatoire. En fait, elle était déjà presque anonyme dans notre dictionnaire. Mais vous savez pourquoi ? Parce que sa mère, Julie Chabran, sa mère, Julie Chabran, avec son père d'ailleurs, était inscrit aux excursionnistes marseillais qui ont été fondés en 1897. Et ils amenaient le banc, l'arrière-banc, toute la famille. Il y avait plusieurs milliers d'adhérents. Et ils ont inscrit la petite Paula alors qu'elle était gamine. Et donc nous savions qu'il y avait leur fille, mais on ne savait pas du tout quel était son prénom. Et donc voilà. Donc là, vous avez les courses mixtes et les courses de demoiselles. Vous voyez le costume qui est tout à fait adapté. Paula, donc, la suite, signe nombre de chansons populaires dont les refrains se jouent partout. Au concert, au dancing, elle le met d'ailleurs à la radio naissante, au phono ou dans la rue, puisqu'on reprenait les chansons dans la rue et on distribuait, on vendait les petits formats. Voilà. Donc, par exemple, elle faisait des chansons couleur locale, comme J'ai l'accent, qui était chantée par exemple par André Turcy, dont nous reparlerons, mais ses compositions se frottent à tous les styles, allant du musette, avec Mimosette, jolie brunette. Alors là, je pense que la régie qu'on peut entendre sur YouTube pour le calendrier de l'Avent 2023, avec 2 accordéonistes italiens, qui on dirait du Verschuren, enfin, ce sont 2 accordéonistes actuels italiens, c'est magnifique. Alors j'aimerais bien qu'on écoute Mimosette, jolie brunette. Si vous pouvez, on pourrait danser là, parce que vraiment... C'est bon, je vais... Comme vous voulez, vous voulez. Bon, on sera dans les temps, vous pouvez en laisser un peu plus. Mais je suis tombée dessus. Maintenant, on aborde
mon ordinateur refuse de me passer YouTube. Mais je suis, en cherchant la notice, parce qu'on l'avait au départ, c'est moi qui l'avais faite, puis c'est mon fils qui l'a signée, en cherchant, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut absolument la mettre. J'ai trouvé que c'était charmant. Bon, alors, après la jolie brunette, elle fait aujourd'hui, elle a aussi créé l'exocritique Gitana, qui sera reprise par Georgette Plana, mais que je n'ai pas mise parce que Georgette Plana n'est pas marseillaise, jusqu'à la dramatique séparation de chansons réalistes avec Berthe Silva. Alors là, je ne vous mets pas le portrait de Berthe Silva, mais elle est morte à Marseille. On avait arraché les banquettes d'Alcazar avant Gilbert Bécaud à l'Alcazar quand elle était passée. Et donc, elle a aussi une rue à Marseille, Berthe Silva, celle qui chantait les Roses Blanches, entre autres. Bon, on pourrait faire une conférence sur Berthe Silva. Elle en vaut le coup, d'ailleurs. Alors, au début des années 1930, elle laisse tomber son mari. Sa mère fait pareil aussi, sans doute, parce qu'on ne les voit plus à Marseille, les deux dames. Et elle fait des tournées de ville en ville avec son fils, donc Chabran fils, le plus jeune accordéoniste de France. Elle lui a donné son propre nom, alors qu'il avait le nom de son père, c'est-à-dire Marsan, et sa fille Gilberte. Elle est suivie de sa mère et elle s'installe à Paris, où elle crée sa maison d'édition, Faubourg Saint-Martin, pour, en femme d'affaires avisée, tirer des revenus de ses œuvres, des chansons et des blagues, qui ne sont pas toujours très très fines, les blagues, le style vraiment marseillais, sous forme de petits formats et de recueils. Alors il y a une centaine de chansons ou de blagues par recueil, mais qui sont comme des petits formats. Alors ça, j'en ai un à la maison, et Mimosette, ça vient de la maison, d'un scan de la maison. Voilà. Bon, eh ben, on a fini cet exemple de cette nouveauté, vraiment une pépite dans le dictionnaire, parce qu'il faut bien s'amuser un peu. Et je remonte à la deuxième édition. Et là, on est tombé d'accord avec Lucille. Il fallait, le seul exemple que je pouvais prendre, c'était Régine Crespin. Alors, bien sûr, Régine Crespin, vous voyez qu'elle est venue poser sur le Vieux-Port, devant la Bonne Mère pour ses 70 ans, c'est-à-dire en 1997. Elle était toute resplendissante encore. Malheureusement, en 2007, quelques mois avant son décès, j'ai pu la voir grâce à Edmé Santi qui m'avait donné son numéro, qui est dans le second dictionnaire, Edmé, et je la voulais pour le jeu des 7 familles, puisque j'y mettais des vivantes. Et elle m'a dit, oh, j'ai beaucoup donné pour Marseille, je suis très fatiguée. Et on était au mois de mai, le jeu est sorti en juin, et vous voyez, 2 mois après, elle n'était plus là. Donc, on va essayer de voir, je vous raconte quand même rapidement, c'est une cantatrice de renommée internationale. Elle est née en 1927 à Marseille, elle a grandi à Nîmes où ses parents tenaient un magasin de chaussures. Alors sa mère l'a poussée, mais son père ne voulait pas. Elle prenait presque des cours en cachette au conservatoire, entre autres. Elle étudie le chant. Elle rentre ensuite au conservatoire de Paris avec la bénédiction de sa mère, mais pas de son père. En 1948, elle va débuter à Reims dans un registre de mezzo-soprane, le registre moyen, avant de faire carrière comme soprano dramatique, qui est un cran au-dessus et plus large, évidemment. Sa voix puissante et claire, son phrasé nuancé, sa diction parfaite font succès sur les scènes de province. Dès 1951, elle va à l'Opéra et l'Opéra Comique de Paris, où elle sert le répertoire français. Alors, je ne vous donne pas tout, je vous en donne qu'un, Faust, qui a été créé d'ailleurs par une Marseillaise, qui est Madame Mireille Miolan-Carvalho, qui avait créé Faust. Le programme italien, donc par exemple la Tosca, et allemand, alors là, la Valkyrie, le Tannhäuser, bien sûr, le Wagner, et surtout le Chevalier à la Rose. Donc là, c'est vraiment la mythique maréchale du Chevalier à la Rose. En 1957, elle a participé à la création du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je le cite dans ses nombreuses interprétations. Bientôt, les plus grandes scènes du monde se la disputent. Alors, je ne sais pas la peine de vous les citer, vous les connaissez, mais je veux quand même ajouter qu'elle est la diva attitrée du théâtre Colón de Buenos Aires. Et quand elle arrivait, depuis l'aéroport ou la gare, on lui déroulait un tapis rouge jusque
jusqu'à l'opéra au Théâtre Colonne. Bien. Et donc, c'est une des rares françaises aussi à se produire 4 années d'affilée dans le temple wagnérien de Bayreuth, avec par exemple Parsifal et la Valkyrie. En allemand, bien sûr. Elle s'impose aussi dans les leaders allemands, donc, et les mélodies françaises. Alors on aurait pu prendre par exemple une de Fauré ou de Ravel. Bon, on a pris autre chose comme exemple. Alors, est-ce que vous pouvez faire passer un extrait du Chevalier à la Rose? Je pense. Je ne l'ai pas écouté, hein. Je vous ai fait confiance. Peter Hühn, der aufgeblasene, schlechte Kerl. Und kriegt das hübsche Jüngling und keinen Pickelgeld dazu. Das müsst so sein. Bildet sich doch ein, dass es ist, der sich was vergnügt, was zornig. Voilà. Alors c'est vrai que ça aurait été plus parlant parce que là les spécialistes connaissent et adorent, mais de la montrer dans des rôles qu'elle a pris en fin de carrière où elle est revenue au registre de mezzo-soprano en chantant donc Werther de ses débuts, ou Carmen, où elle était une Carmen qui ne se voulait pas aguichante, elle était une Carmen extraordinaire, mais elle est aussi dans le registre des opérettes d'Offenbach avec La Péricole et La Belle Hélène. Et elle enseigne alors au Conservatoire de Paris. Elle a toujours cultivé son image de diva, de lionne de la scène. Elle a fait, bien sûr, de nombreuses tournées d'adieu et entre 1988 et 1990. Et elle a laissé une très riche discographie. C'est pour ça que vous avez une image aussi à côté de la Maréchale. Donc, c'est témoin de son art avant de s'éteindre, comme je vous l'ai dit, à Paris en 2007. Et à Marseille, elle avait fait des débuts en octobre 1950. Elle a été souvent applaudie. Elle est revenue souvent dans le Chevalier à la Rose, la tétralogie en allemand. Et pour ses adieux à la ville natale, elle est venue dans le Dialogue des Carmélites en novembre 88 dans le rôle de la prieure. Et j'ai eu le plaisir de l'écouter sur scène. Elle était vraiment extraordinaire. Ses talents, non seulement de l'écouter, mais de la voir, bien sûr. Ses talents lui ont valu d'être commandeur de la Légion d'honneur, ainsi que des arts et lettres. Elle a fait retentir sa voix sur la scène de l'Opéra de Marseille, la salle Reyer, tout près d'ici. Mais ici, nous sommes à l'Alcazar, et c'est un ancien music-hall. Un music-hall où une génération avant elle brûlait les planches, André Turcy, que vous avez là dans des photos d'époque qui ont un peu vieilli, mais ça fait rien. Elle est présente, elle, dès la première édition, bien sûr. Hein, donc nous avons vu Chabran, la dernière, Crespin, celle de l'édition du milieu, et l'ancienne, où bien sûr elle sera toujours dans le troisième. On ne les a pas enlevées, les anciennes, bien sûr. Alors elle est née Alphonsine Turc à Toulon en 1891, où sa mère, comme le fera plus tard la Fanny de Pagnol, vendait des coquillages. André Turcy décède à Marseille en mai 1974, au printemps, presque en même temps, suivante, que Marcel Pagnol, après une carrière de plus d'un demi-siècle en tant que chanteuse, comédienne et directrice de troupe. Donc, au printemps 2024, on n'a pas fait comme pour les Dames du Siège, hein, on n'a pas oublié le cinquantenaire de la disparition et de Marcel Pagnol et d'André Turcy. Alors là, c'est une photo que j'aime beaucoup. J'aurais pu vous montrer l'affiche, j'ai la même, l'affiche de Girbal, mais elle est montrée in situ au stand que détient le comité du Vieux-Marseille. D'ailleurs, les amis du comité sont désolés de ne pas être là parce que tous les mardis, ils ont... Et là, c'est sur Julia Pirotte, donc ils vont avoir beaucoup de monde. Mais
ne savent même pas que j'ai choisi dans le PowerPoint de leur donner, de montrer cette exposition éphémère, bien sûr, mais qui est donc au Centre Bourse. Voilà, donc in situ. Mais, donc elle est inoubliable. Comme Pagnol, elle est inoubliable. Et pourquoi est-elle inoubliable? D'abord pour ses yeux. Suivante. Alors, ses yeux, les yeux de Turcy. Elle a fait éditer des genres de timbres-poste. Elle n'a pas eu de timbre-poste à son effigie, mais il y en a de toutes les couleurs. J'en ai des planches entières que vous voyez là. Et vous avez cette affiche, j'en ai deux d'ailleurs, il y en a une autre, mais elle est moins réussie, de Nikolic, qui la représente en double, qui est un graphiste très, très réputé. Et vous voyez ses yeux de chat. Donc, et elle va rester un petit moment du temps que je déroule un petit peu sa carrière. Rapidement, je pense que j'ai le temps. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, pas que ses yeux, sa présence sur scène, son naturel, son aplomb, son goût de la galéjade avec l'accent, mais pas avec l'accent comme ça, hein, non, pas du tout. L'accent de chez nous, le vrai, et pas celui qui traîne autrement, pas trop traînant. Elle a su très vite le retrouver après des débuts de carrière lyonnais puis parisien. En 1910, elle est à Paris. Elle est encore à Paris quand elle chante du Vincent Scotto, un Marseillais, napolitain mais donc marseillais, en 1914. Après la guerre, celui qu'on appelle le père Franck, le directeur de l'Alcazar, l'appelle pour sa revue de fin d'année. Toutes les années, il y avait une revue avec un nom, et un nom avec l'accent du midi. Alors, cette revue-là, c'est « Oh, coquine de sort ». L'autre fois, c'est Lycien Baye. Voilà. Oh, coquine de sort. Et il dit, peut-être que la Turcy, si elle parlait un peu le provençal, parce que dans ces revues, il y a toujours du français, mais aussi du marseillais, peut-être qu'elle pourrait venir. Ça serait ma vedette de fin d'année. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a elle-même choisi, parmi les couplets qu'on lui présentés, les paroles de la chanson du Cabanon. Nous finirons avec elle, cette chanson du Cabanon. Alors là, le partage l'affiche sur le petit format avec Juliette Petit, dont vous n'aurez pas la notice parce que c'était un petit pied quand même, Juliette Petit par rapport. Bon, et donc, elle crée la chanson du Cabanon. C'est une chanson qui est restée célèbre de nos jours et chère au cœur des Marseillais et des Marseillaises. Elle est donc la vedette des revues de l'Alcazar, mais comme elle sait tout faire, sa carrière, autour de 1925, balance entre comédie et chanson, pas encore le cinéma, y compris la chanson réaliste, comme Damia, ou la chanson d'auteur, puisqu'elle a créé des chansons de Macorlan, par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas que du marseillois marseillais. Elle choisit les tournées, finalement. C'est-à-dire, elle ne bouge pas. Elle ne veut pas bouger. Elle ne tient pas en place. Donc, je vous ai dit qu'elle a refusé le rôle non, je ne vous l'ai pas encore dit, je vous le dirai après. C'est pas grave. Donc, comme elle ne tient pas en place, elle crée les tournées Turcy Garnier du nom de son mari, André Garnier. Donc, il y a les deux André et eux et André. Et donc, ils tournent à travers le sud de la France, en Afrique du Nord. Et donc, avec André Garnier, elle s'installe à partir de 1937 jusqu'en 1949, ça fait quand même beaucoup, à la tête du Grand Casino d'Alger, ce qui lui a permis d'ailleurs de ne pas être sur place pendant la guerre. Alors, attendez, de toute façon, pas pendant la guerre elle-même, mais avant. Et après, elle revenait souvent en France pour des galas où elle s'est fait entendre encore à l'Alcazar du temps qu'elle dirigeait, car c'est elle qui dirigeait, hein, c'est une femme d'affaires avisée, le casino d'Alger. D'ailleurs, dans notre index à indexation multiple, elle est aussi dans femme d'affaires et pas que dans chanteuse. Alors, je vous ai dit, de temps à autre, elle revient. Pour des galas, et c'est là qu'elle joue des petits rôles dans des films de Pagnol, qui est venu la rechercher. Et en 1929, il avait à Paris
au moment où il crée au théâtre Marius, il lui avait offert le rôle de Fanny, où elle aurait été exactement comme sa mère, vendeuse de coquillages. C'était quand même amusant, il faut le souligner, parce que ça, c'est pas su en quelque sorte. C'est un peu un scoop que je vous donne. Et elle n'a pas voulu, parce qu'elle ne voulait pas. Au théâtre, il faut rester, et Dieu sait si ça a duré, avant qu'il fasse le film. Et il avait déjà trouvé dans le rôle Oran de Mazis, qui était sa petite amie d'ailleurs, donc il n'a pas finalement regretté. Mais elle est passée à côté peut-être d'une très grande carrière cinématographique. Alors là, c'est des tout petits rôles où elle joue déjà des grands-mères, évidemment. Donc, elle a été rapatriée en 62 avec les autres pieds noirs, en quelque sorte, mais ce n'était pas pieds noirs. Et elle se fixe alors à Marseille, où elle réapparaît sur scène en 69 dans le rôle de la Renaude de l'Arlésienne au Théâtre Sylvain, de l'Arlésienne de Daudet. Et donc là, elle ne chante pas, elle joue, mais elle avait joué d'autres rôles de l'Arlésienne auparavant. Donc au fur et à mesure, elle rentre dans la génération des mamies, en quelque sorte. Et donc, le Théâtre Sylvain, c'est sur la Corniche, un théâtre de plein air. Et pour la dernière fois, en 1971, lors d'un gala au Palais Longchamp. Elle laisse le souvenir d'une exceptionnelle interprète capable à la fois d'amuser et d'émouvoir tous les publics, comme dans Mon Anisette. Alors vous n'allez pas simplement voir le disque, vous allez écouter un petit morceau. Je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit oust au violon. Je réponds oh c'est bon. Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas morts. S'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où, je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux, je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi, j'ai un principe. Oh. Quand j'ai bu mon anisette. Alors, je ne sais pas de quand date l'enregistrement, mais normalement, je vais revenir sur le cabanon, le premier enregistrement du cabanon, elle l'a créé en 1919, le premier enregistrement est de 1921. Alors là, je ne sais pas, donc je termine et on va voir, parce que là, vous allez donner de la voix. Nous, on a beaucoup parlé, mais j'espère qu'on vous a donné beaucoup de bonheur, et on était là pour ça, et qu'on a permis de bouger les lignes. Donc, elle a été la plus grande dame marseillaise de la chanson, ça c'est sûr, c'est ce que disait d'ailleurs mon mari, qui rend hommage aussi à lui, et rendre hommage à André Turcy, nous allons l'écouter. Et pour terminer, si vous voulez, vous reprendrez en chœur avec Catherine qui chante très bien, avec Lucille qui est une professionnelle, l'éternelle chanson du cabanon. Donc ça, c'est la toute première, elle est de 1940, celle-là c'est la plus célèbre de 1919 et c'est pas le petit cabanon, il y en a bien d'autres. On pourrait faire une conférence en chanson rien que sur les cabanons. Voilà, je vous remercie. Les gens du Nord, avec des airs d'envie, demandent ce que c'est un cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie, c'est tout, c'est rien, car ça n'a pas de nom. C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades, on lance sans façon, où la gaieté se mêle au chant des vagues. C'est le midi, quoi? C'est le cabanon, sous le soleil, le dimanche on fourmille, pitchouns et grands, ils sont tous réunis. Nous y faisons la bourride en famille, la bouillabaisse, aïoli, ravioli. Après dîner,
chacun chante la sienne. L'oncle Jeannet, qui pose au baryton, nous endort tous, c'est encore une aubaine de faire un pénéqué au cabanon. Pendant ce temps, les jeunes câlinaires cherchent toujours un coin pour s'esbigner, et les parents, qui sont de grands blagueurs, ils ne voient pas qu'ils s'en vont câliner. Sur les rochers, ils s'en payent une bosse, et le soleil leur troublant la raison. 9 mois plus tard, on voit après la noce un caganis d'émail au cabanon. Quand on est vieux, alors on se rappelle les jours heureux passés au bord de l'eau. Tu étais beau, et toi, comme tu étais belle, quand tu mettais ton petit caraco. Mais c'est fini, l'existence fut brève, car de tout temps, la vie avait du bon, et l'on s'endort ainsi que dans un rêve, au bord de mer, un soir au cabanon.